Ces 10 dernières années, il s'est passé un truc de fou sur la scène économique mondiale. Une petite poignée d'entrepreneurs a complètement redéfini les règles du jeu. Ils ont amassé des fortunes, bien sûr, mais ils ont surtout concentré une richesse colossale dans des secteurs comme la tech ou le luxe. Alors, au-delà des chiffres qui donnent le tournis, qu'est-ce qu'ils ont vraiment en commun? Alors ce chiffre, 800 milliards de dollars, faut essayer de se le représenter, c'est à peu près le pic de valorisation qu'a pu atteindre un entrepreneur comme Elon Musk. On parle d'une échelle de richesse qui dépasse l'imagination et qui change complètement notre définition du succès économique. Et attention, ce n'est pas un cas isolé, loin de là. Prenez Bernard Arnault, avec une fortune qui tourne autour des 250 milliards, on voit bien que le phénomène dépasse la Silicon Valley et touche des industries plus traditionnelles, comme le luxe. On sent bien qu'il y a une tendance de fond. Et si on ajoute Jeff Bezos, avec ses 220 milliards, là, le tableau devient limpide. On assiste vraiment à la naissance d'une nouvelle catégorie de super-entrepreneurs, des titans dont l'influence façonne notre monde au quotidien. Ok, les fortunes sont vertigineuses, on a compris. Mais la vraie question, la plus intéressante, c'est, au fond, qu'est-ce qui les relie? Quelles sont les stratégies, les mentalités qu'ils partagent? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, c'est parti. Bon, tout commence par là, leur état d'esprit. Ce n'est pas juste une question d'être ambitieux. C'est une façon de penser bien particulière, c'est vraiment le socle, le premier pilier de tout leur succès. Et le truc qui frappe le plus dans leur mentalité, c'est cette vision à très long terme. La plupart des boîtes sont obsédées par les résultats du prochain trimestre. Eux, ils raisonnent en décennies. L'exemple parfait, c'est Jeff Bezos. Pendant plus de 20 ans, il a systématiquement réinvesti tous les bénéfices d'Amazon. Il a sacrifié la rentabilité immédiate pour construire une domination totale sur le long terme. C'est ce qu'on pourrait appeler la patience stratégique. Évidemment, qui dit vision à long terme, dit aussi une capacité à prendre des risques juste hallucinantes. Prenez Meta par exemple. Ils ont misé plus de 40 milliards de dollars dans le métaverse. C'est un pari gigantesque sur un avenir qui est tout sauf certain. Et ça résume parfaitement leur philosophie. Pour eux, l'incertitude, ce n'est pas un problème à éviter à tout prix, c'est un terrain de jeu. C'est là où se trouve l'innovation, c'est le levier qu'ils utilisent pour créer une croissance explosive. En gros, ils parient là où les autres ont peur. Bien sûr, quand on prend des risques pareils, des fois, ça se passe mal. Très mal même. En 2022, Meta a vu sa valeur en bourse chuter de plus de 200 milliards de dollars. C'est une perte abyssale, de quoi couler n'importe quelle autre entreprise. Mais voilà, le plus important, ce n'est pas la chute, c'est la façon dont ils se relèvent. Ils ont cette résilience incroyable qui leur permet d'encaisser des coups pareils et de repartir de l'avant. Savoir tenir bon dans la tempête, c'est peut-être ça leur plus grande force. Ok, donc on a la mentalité. Mais concrètement, sur le terrain, ça donne quoi? Comment est-ce qu'ils transforment cette vision en stratégie qui cartonne? En fait, leur but, ce n'est pas de faire mieux que les autres, c'est de réinventer carrément les règles du jeu. Le truc, c'est qu'ils ne jouent pas pour avoir une part du gâteau. Ils veulent refaire la recette et posséder la boulangerie. Prenez Google, ils ne sont pas en compétition avec d'autres moteurs de recherche, ils sont le marché de la recherche, avec plus de 90% des parts. Le but, ce n'est pas la compétition, c'est la domination. Et au cœur de tout ça, il y a quoi? La technologie, bien sûr. C'est le moteur central de cette révolution. Quand on voit les dépenses mondiales prévues dans l'IA ou les revenus d'un service comme AWS d'Amazon, on comprend que la maîtrise de la technologie, c'est la clé de la richesse aujourd'hui. Forcément, pour faire tourner une machine pareille, il faut du carburant, le capital. Et là aussi, leur approche est différente. Ils sont devenus des experts pour lever des fonds, comme Tesla avec ses 30 milliards, mais surtout pour les allouer de manière quasi chirurgicale, comme Oracle et ses rachats d'entreprises ciblées. Pour eux, la finance, ce n'est pas le but, c'est juste un outil. Un autre point super important, ils ne mettent jamais tous leurs œufs dans le même panier. Ce tableau le montre bien. Musk va de l'automobile à l'espace en passant par l'IA. Bezos part du e-commerce pour aller vers le cloud et l'espace. Et Arnault construit un empire du luxe avec un portefeuille de marques hyper diversifié. C'est une diversification intelligente qui les rend plus forts et accélère leur croissance. Bon, on a la mentalité, on a la stratégie. Mais qu'est-ce qui fait tourner le moteur au quotidien? Qu'est-ce qui leur permet de tenir ce rythme sur des décennies? La réponse, c'est une recherche permanente de l'excellence absolue pour eux-mêmes et pour leurs équipes. D'abord, il y a la discipline de travail, qui est juste surhumaine. Quand Elon Musk dit qu'il travaille entre 80 et 100 heures par semaine, ce n'est pas juste pour la frime. C'est le reflet d'un engagement total, d'une intensité qui sort complètement de la norme. À ce niveau, le succès n'arrive jamais par hasard. Mais attention, bosser comme un fou tout seul, ça ne suffit pas.
Leur vrai coup de génie, c'est de réussir à attirer les meilleurs talents du monde, de s'entourer d'une véritable armée de gens brillants. Ils ont compris une chose essentielle. La vision d'un seul homme ne devient réalité que si une équipe exceptionnelle l'exécute. C'est ça, le vrai multiplicateur de performance. Alors, mentalité de marathonien, stratégie de conquête et un moteur personnel qui tourne à plein régime. Quand on assemble toutes les pièces du puzzle, on arrive à une conclusion qui est en fait assez surprenante sur la nature même de leur richesse. Il faut bien mesurer l'ampleur de leur influence. Ce n'est pas que financier, loin de là. Meta connecte plus de 3 milliards d'êtres humains. Google organise notre accès au savoir mondial. LVMH dicte les tendances du luxe sur toute la planète. Leur impact est tel qu'ils façonnent notre économie, notre culture, notre société. Et c'est ça le point clé. On arrive au cœur du sujet. Pour ces personnages, la richesse n'est pas l'objectif premier. C'est un résultat, une conséquence logique de quelque chose de bien plus grand. Leurs vrais moteurs, ils sont là. Ce qu'ils poursuivent avant tout, c'est une vision, la volonté d'avoir un impact durable, de dominer leur secteur et, à la fin, de transformer en profondeur des industries entières. Dans ce contexte, l'argent, c'est un peu comme le score dans un jeu. Il mesure le succès de la mission, mais ce n'est pas la mission elle-même. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question pour ouvrir le débat. Si pour eux, la richesse semble découler de la valeur qu'ils ont créée, est-ce que c'est une règle universelle ? Et d'ailleurs, comment on définit vraiment cette valeur quand on parle d'une échelle aussi massive ? La question reste ouverte et la réponse continue de se dessiner sous nos yeux.